Imaginez-vous, en train de parcourir une galaxie lointaine, à bord d'un vaisseau spatial futuriste, à la découverte de mondes inexplorés et de civilisations extraordinaires. Imaginez-vous, partageant un repas lyophilisé en compagnie d'autres espèces extraterrestres, d'humains génétiquement modifiés ou encore d'animaux doués de parole. Imaginez-vous. C'est ce que nous demandent les œuvres de SF qui rendent ces voyages possibles. Et dans cet univers infini de possibilités, il existe un prix très spécial, le prix Nebula. Mais dans un monde où la réalité rattrape souvent la fiction, comment ces œuvres résistent-elles à l'épreuve du temps? Lire ces œuvres de SF primées maintenant a-t-il autant d'impact ou sont-elles tombées dans le piège de l'obsolescence? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. Est-ce que ça vaut encore le coup de lire les prix Nebula? Dune de Frank Herbert, prix Nebula 1965. Si vous lisez Dune en 2024, il y a une chose qui devrait vous marquer. C'est à quel point les thèmes abordés reflètent encore les problématiques de notre époque. Et on parle là d'un livre qui est sorti il y a plus de 60 ans. C'est-à-dire qu'on parle d'un livre qui a été écrit à l'époque où l'homme n'avait pas encore marché sur la Lune et où le premier ordinateur commercialisé ne verrait pas le jour avant plus de 10 ans. Et dans son livre, il y a déjà des hommes qui portent des combinaisons qui recyclent la transpiration. Dune nous transporte sur une planète désertique et inhospitalière où l'eau est plus précieuse que l'or. La ressource la plus convoitée est l'épice, c'est un psychotrope qui rend également possible le voyage intergalactique. Cette planète de Dune se caractérise par des étendues de sable infinies, une chaleur accablante et de terrifiants vers des sables. Elle devient le théâtre d'une lutte acharnée pour le contrôle de cette ressource inestimable qu'est l'épice. Et à travers l'histoire de Paul Atreides, le jeune héritier d'une des maisons féodales de cet empire intergalactique, Herbert explore les dynamiques de pouvoir, l'exploitation des ressources naturelles et les dangers de l'avidité humaine. Au moment de l'apparition de Dune, Herbert n'est pas un inconnu de la scène littéraire, mais il est loin d'être aussi réputé que son contemporain Isaac Asimov. Bon, je ne le présente pas. Mais du coup, on peut se demander comment est-ce que Dune se démarque au point de recevoir le premier prix Nebula de 1965. Est-ce que c'est son concept d'empire galactique qui fait écho aux grandes corporations omniprésentes de notre monde? Bah pas vraiment, parce que c'est pas novateur, à ce moment-là les empires galactiques existent déjà chez Isaac Asimov ou Peter Hamilton, donc voilà, c'est pas la raison. Est-ce que c'est la quête d'apprentissage de son jeune héros? Et bah ça aussi, c'est vu et revu. À cette époque, il y a énormément d'histoires de jeunes personnes, et notamment de jeunes hommes, qui luttent pour une insertion sociale dans une société indifférente ou hostile. C'est vraiment la quête d'apprentissage de base qu'on retrouve chez Martin Eden de Jack London ou Le Rouge et le Noir de Stendhal. Donc, c'est pas la raison non plus. Alors peut-être que c'est sa vision du progrès scientifique? Eh ben non, encore raté, parce que Dune dépeint une société où on s'est débarrassé des robots et des intelligences artificielles. En gros, les hommes se sont débarrassés des machines durant un grand djihad butlérien, et les ordinateurs ont été remplacés par des humains avec des capacités de calcul incroyables qu'on appelle les mantas. C'est pas la raison non plus du coup. Mais alors, la question c'est, comment un roman qui ne parle ni de science ni de technologie peut avoir un prix de science-fiction? Et bien justement, c'est parce qu'il prend les trois éléments qu'on vient de citer et qu'il en casse totalement les codes. Il prend le concept d'empire galactique, de quête d'apprentissage et de technologie et leur donne une forme totalement nouvelle. Pour commencer, Frank Herbert décrit délibérément un empire condamné à tomber. L'enjeu de Dune n'est pas d'explorer un système politique galactique, mais simplement d'assister à son échec et à sa chute. Pour ce qui est de l'aspect roman d'apprentissage, la trajectoire de Paul Atreides s'étend bien au-delà d'une simple quête de grandeur ou d'élévation sociale. Herbert nous entraîne dans une saga où se mêlent révolution et anéantissement d'une culture, et il dépeint avec acuité le danger de concentrer le pouvoir entre les mains d'un seul individu, au risque de perdre tout jugement critique. Quant à la technoscience, elle brille justement par son absence, à une époque où la SF se bâtit plutôt autour de l'omniprésence de cette robotisation. Et cette non-présence d'ordinateur peut sembler un peu rétro-futuriste maintenant, voire régressive, mais c'est loin d'être le cas. Herbert choisit simplement et délibérément d'explorer d'autres domaines scientifiques, comme l'écologie et les sciences humaines. Dune se distingue des autres œuvres puisqu'elle se détourne des sciences traditionnellement privilégiées dans le genre pour se réorienter vers l'étude approfondie de l'humain. Et croyez-moi, c'est une démarche peu commune dans la science-fiction de l'époque, et ça reste vrai aujourd'hui. Autre détail qui distingue Dune, c'est aussi la première fois que le monde arabe est intégré dans une œuvre de SF.
L'allégorie de l'épice est celle du pétrole, alors que la planète de Dune est inspirée des pays du Moyen-Orient. Le tout résonne particulièrement avec notre monde actuel, qui est marqué par les crises écologiques, les conflits géopolitiques autour des ressources naturelles. Herbert fait donc preuve d'une clairvoyance remarquable, puisqu'il avait déjà saisi l'importance cruciale du pétrole dans les enjeux du XXe siècle, bien avant les chocs pétroliers qui allaient secouer l'économie mondiale. Alors, il faut bien avouer qu'en 2024, Dune n'a pas pris une ride. Ça reste l'œuvre de SF la plus vendue en France, et un peu comme Jules Verne, il n'y a pas besoin d'avoir un gros bagage scientifique pour être happé dans cet univers et comprendre les enjeux. C'est de la science-fiction très accessible. Frank Herbert a largement inspiré les créateurs de son époque, mais il a aussi laissé une empreinte indélébile dans la pop culture, puisque Dune a directement inspiré Star Wars de George Lucas, Nausicaa de la vallée du vent de Miyazaki, ou encore Le Trône de fer de George R. Martin. Alors à la question est-ce qu'on peut encore lire Dune en 2024, la réponse est un grand oui, et plutôt 2 fois qu'une, c'est un incontournable, aujourd'hui comme à l'époque. Et en plus, il y a un regain d'intérêt autour de cette saga grâce au film, et c'est une excellente nouvelle. Babel 17 de Samuel R. Delany, prix Nebula 1966. Dans une novelette, Samuel Delany écrivait « On a l'impression en lisant que certains auteurs ont déjà découvert les choses que l'on découvre. » Eh bien le moins que l'on puisse dire, c'est que sa propre observation s'applique à lui-même. Dans les années 60, on a essentiellement des œuvres de SF qui font la part belle à des héros masculins, hétérosexuels et machistes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à cette époque que sort La planète des singes de Pierre Boulle, que j'ai littéralement détesté puisque le protagoniste principal est insupportable. La plupart du temps, les femmes sont des belles plantes écervelées qu'il faut sauver ou délivrer, ou bien elles brillent par leur absence. Avec Babel 17, Delany lâche un pavé dans la mare. C'est peut-être la première œuvre de SF grand public à inclure des personnes bisexuelles et homosexuelles. Son héroïne, Ridra Wong, est une femme asiatique bisexuelle, et nous découvrons qu'elle était membre d'une triade polyamoureuse. Alors, ça peut sembler relativement banal maintenant, mais l'expression même de polyamour n'existait même pas à l'époque où Delany a écrit le livre. Rappelez-vous que l'œuvre a près de 60 ans et que cette liberté sexuelle est dépeinte comme totalement normale et mentionnée avec beaucoup de désinvolture dans le texte. Ce n'est pas un sujet, c'est normal. Dans Babel 17, on découvre donc l'histoire de Ridra Wong, une poète réputée dans tout l'univers. Elle est également linguiste et cryptographe avec une capacité quasi surhumaine à apprendre les langues. Elle a quitté l'armée pour se consacrer exclusivement à l'écriture, mais un beau jour, un général vient lui demander conseil, parce qu'il capte de mystérieuses transmissions semblables à un langage. Le problème, c'est que la source est inconnue et que ces transmissions que l'on va baptiser Babel 17 coïncident toujours avec des accidents que le général soupçonne d'être des sabotages. Personne n'arrive à tirer le moindre sens de ces fréquences et Ridra Wong est leur dernier espoir. La jeune femme va donc engager un équipage de transport pour son vaisseau spatial et entreprendre de percer ce mystère. Vaisseaux spatiaux, chirurgie transhumaniste, armes futuristes, Delany il va reprendre les codes classiques du space opéra, mais il va les amener plus loin en intégrant des concepts autour du langage ou des identités de genre. Et c'est pas étonnant parce que Delany c'est un jeune noir qui a grandi à Harlem, dans une Amérique ségrégationniste, il est lui-même bisexuel et il a vraiment cette volonté d'apporter cette inclusivité dans ses œuvres. Le roman va explorer la manière dont la construction des langues peut affecter la pensée, et c'est ce qu'on appelle l'hypothèse Sapir-Whorf. En gros, la théorie c'est que la façon dont on perçoit le monde dépend du langage. Et ici, le livre va défendre une version assez forte de cette hypothèse, qui est que le langage n'influence pas seulement la pensée, mais la détermine. Alors là, comme ça peut sembler un peu complexe et faire un peu peur, mais rassurez-vous, le livre ne se contente pas de rester dans des concepts abstraits. On a aussi des aventures palpitantes, des personnages captivants, une bonne construction de l'univers, bref, tout ce qu'on aime en science-fiction. Comme pour Dune, vous pouvez largement lire Babel 17 en 2024, et sachez que, je ne pense pas que ce soit une coïncidence, mais le livre qui a remporté le prix Nebula 2023 s'appelle Babel de R.F. Kuang et parle aussi de linguistique. Alors nul doute que Babel s'inscrit directement dans la lignée de Babel 17 et que Delany a tracé un chemin qui est encore emprunté par les auteurs de maintenant. La boucle est bouclée. Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, prix Nebula 1966. Pour la petite histoire, durant la 16e convention de Pittsburgh en 1960, Isaac Asimov est venu trouver Daniel Keyes et lui a demandé « Comment vous avez fait ?» aka « Comment vous avez fait pour écrire Des fleurs pour Algernon ?» Ce à quoi Daniel Keyes a répondu « Eh bien écoutez, quand vous aurez trouvé la réponse, faites-le moi savoir, parce que j'aimerais bien recommencer. »
Bref, je trouve ça marrant comment des génies peuvent s'ignorer comme ça. Revenons d'une année en arrière. Nous sommes en 1959 et Daniel Keyes lance sa première nouvelle, Des fleurs pour Algernon. Il est professeur d'anglais et de littérature américaine avec un diplôme de psychologie en poche, mais il ne sait pas encore qu'il s'apprête à laisser une empreinte indélébile dans le monde de la science-fiction. Parce qu'un an après sa publication, Des fleurs pour Algernon rafle le prestigieux prix Hugo, mais c'est pas tout, puisqu'en 1966, le récit est retravaillé sous la forme d'un roman et qu'il va remporter le prix Nebula. Dans Des fleurs pour Algernon, on découvre l'histoire de Charlie Gordon, qui est un employé de boulangerie de 32 ans. Il est gentil, naïf, et on comprend rapidement qu'il souffre d'une déficience mentale sévère. Comme on le dirait assez cruellement aujourd'hui, en gros c'est un attardé. Mais Charlie a un objectif dans la vie, devenir intelligent. Alors il accepte de participer à un protocole d'expérimentation et de subir une opération chirurgicale qui vise à augmenter son intelligence. L'opération est un succès, Charlie est enfin intelligent, et à travers son journal, on va suivre cette ascension intellectuelle, pour le meilleur et pour le pire. Dans ce roman, la science-fiction, elle est assez légère, puisqu'elle va se résumer à l'opération que va subir Charlie pour devenir intelligent, mais cette opération, elle sert de prétexte pour poser ensuite des questions existentielles et intemporelles, notamment, est-il préférable de vivre heureux dans l'ignorance ou malheureux dans la connaissance ? Cette ESF, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle la provolution, qui est en gros l'évolution proactive, qui consiste à améliorer une espèce en la modifiant génétiquement ou d'un point de vue technologique. Ce concept, à l'époque, il était fictif, mais on va pas se mentir, maintenant ça reste une réalité qui pose beaucoup de questions éthiques autour du transhumanisme. Par exemple, tout simplement, est-ce que certaines déficiences comme la trisomie 21 ou le nanisme devraient être supprimées d'un point de vue évolution de l'espèce humaine ou pas? C'est des questions qui se posent encore à l'heure actuelle et que Daniel Keyes posait déjà il y a 60 ans. L'œuvre va en gros aborder la division entre intelligence et émotion. Keyes va critiquer une science dénuée d'humanité et va aussi aborder l'idée que l'intelligence sans empathie peut mener à la cruauté. Les relations de Charlie et ses interactions humaines vont nous révéler la complexité des émotions humaines justement et nous démontrer en quelque sorte que l'intelligence ne vaut rien sans le cœur. Des fleurs pour Algernon possède un message initiatique profond. C'est un récit initiatique qui s'inscrit à contre-pied de tous les autres, puisqu'ici, l'apprentissage se révèle être une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Keyes se garde bien de sacraliser la science et il rejoint plutôt la pensée exprimée par Rabelais dans la lettre de Gargantua, qui affirmait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le roman se rattache donc à un courant de fiction scientifique qui sert de mise en garde contre l'abus de la science. Il évoque l'histoire de Prométhée ou encore le fruit défendu de l'arbre de la connaissance dans la Bible. C'est une critique de l'anti-intellectualisme qui met en avant l'idée que parfois, la quête du savoir peut éloigner un individu de l'amour et de son humanité. Alors, malgré quelques personnages féminins caricaturaux et qu'on pourrait qualifier de sexistes, Des fleurs pour Algernon ne s'est pas démodé. Il aborde deux sujets qui sont parfaitement intemporels. D'un côté, on a l'expansion de l'univers et des humains, de l'autre côté, l'acte d'amour qui empêche de sombrer dans la folie. C'est un roman psychologique très lent, qui est prévisible dans son intrigue, mais qui offre une compréhension profonde de la complexité de la psychologie humaine. Il peut être lu maintenant, il y a 60 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, peu importe, c'est un indémodable. L'intersection Einstein de Samuel Delany, prix Nebula 1967. Et oui, Samuel Delany, encore lui, puisque si vous vous souvenez, je vous ai parlé de Babel 17 dans cette même vidéo, c'est le même auteur. Il a réitéré l'exploit et il a eu le prix Nebula 2 années de suite avec l'intersection Einstein en 1967. Et pour la petite anecdote, l'homme qui était chargé d'annoncer le prix et de faire un petit discours d'ouverture a largement déploré le fait qu'on récompense des œuvres obscures, prétentieuses, au détriment de bonnes œuvres de SF bien classiques, bien américaines, alors qu'ironiquement, l'homme en question n'avait même pas lu l'œuvre de Delany et qu'il s'est simplement contenté de joyeusement la critiquer sur la base d'un résumé qu'un ami lui avait fait. Quelques semaines plus tard, il va lire le roman pour de vrai, et écoutez, il va comprendre son erreur, n'est-ce pas? Et il va lui-même devenir l'un des plus fervents défenseurs de Delany. Comme quoi, faut pas baser ses opinions sur les opinions des autres, surtout quand c'est pour parler devant des centaines de personnes. Dans l'intersection Einstein, nous découvrons un futur post-apocalyptique où l'humanité n'existe plus. Nos personnages principaux sont des êtres anthropoïdes qui ont été confrontés à des mutations génétiques après des radiations et qui luttent pour leur survie. Ils évoluent au milieu des ruines de l'ancienne civilisation humaine et tissent des récits autour de fantômes, autrefois appelés hommes. Lolobé est un berger dans un hameau reculé. Il fait partie des êtres qu'on dit fonctionnels, même si on lui dit aussi souvent qu'il est différent.
Il est amoureux de Frieza, qui va pourtant mourir dans d'étranges circonstances. Commence alors une épopée visant à venger Frieza la muette, sa chère et tendre aimée. Avec cette œuvre, Samuel Delany, il introduit de nouveau des personnages et des créatures qui dépassent les notions traditionnelles de genre et de sexualité. On s'affranchit du cadre binaire habituel puisqu'il existe ici 3 genres, le féminin, le masculin et l'anormal. Lolo-Bée est un musicien noir armé d'une flûte machette. C'est une figure complexe qui incarne à la fois Orphée pour son côté artiste et Thésée pour son aspect guerrier. Son périple va rappeler la descente d'Orphée aux enfers pour retrouver Eurydice, représentée par Frieza. Le récit va donc souligner les effets d'une idéologie prédominante sur ceux que l'on juge différents et les injustices que ces personnes jugées anormales vont devoir subir. Et chose assez surprenante pour de l'ASF des années 60, c'est qu'il y a beaucoup de références à la pop culture, la mythologie, etc. et que dans le texte on va retrouver des références à Ringo Starr, Billy the Kid ou encore les Beatles. Alors, là vraiment on fait une pause et je peux comprendre que tout vous paraît très étrange, très abstrait, et très bizarre en termes d'intrigue. Et c'est le cas. C'est vrai que l'Intersection Einstein est un roman assez complexe puisque c'est un roman d'ambiguïté. Il a été acclamé pour son excellence littéraire, c'est vrai que c'est très bien écrit, et il s'éloigne des clichés technologiques pour embrasser la richesse de la langue. En gros, lui qui va citer allègrement les Beatles et Ringo Starr, Samuel Delany il va adopter une technique similaire à celle des grands tubes de rock. Dans son livre comme dans les plus grandes chansons, le véritable sens des paroles reste souvent insaisissable lors de la première écoute. Ce roman, je ne vais donc pas vous mentir, c'est un casse-tête. C'est un véritable casse-tête. Il est à la fois très facile et fluide à lire, et incroyablement difficile à comprendre. Son style est unique et l'écriture est vraiment très belle, mais il y a trop de références, trop de métaphores filées, trop d'allégories pour qu'on arrive à pleinement comprendre le sens et le message qui se cache derrière toute cette histoire. Il y a des moments où j'étais perdue. L'auteur mélange les mythologies grecques, les westerns, mais aussi des bouts de son journal écrits en Grèce. Le problème, c'est qu'on peut pas tout comprendre si on saisit pas toutes les références culturelles qui sont parfois très cryptiques. Delany fusionne sans limite le futur avec le passé, on navigue entre un avenir imprécis, un passé réinventé, tandis que le présent se manifeste à travers des citations placées en début de chaque chapitre. C'est le 7e roman de l'auteur et clairement on voit qu'il s'est laissé aller à une expérimentation. Pourquoi l'Intersection Einstein? En gros, le titre vient du fait que l'auteur va utiliser les théories d'Einstein et de Gödel pour expliquer sa vision du futur où l'irrationnel va se mêler au réel. De nouveau, un point en plus dans le côté abstraction. Mais, même si j'étais complètement perdue dans la deuxième moitié du roman et que je conseillerais ce livre uniquement à des personnes qui sont quand même bien adeptes de SF, je sais reconnaître la qualité d'une narration et d'une histoire. Et puis l'idée de cette vidéo c'est pas vraiment de vous dire est-ce que oui ou non j'ai aimé, mais c'est de vous dire est-ce que ces œuvres peuvent encore être lues en 2024, et clairement vous pouvez lire l'Intersection Einstein à notre époque sans problème. Je peux comprendre que le récit continue de fasciner, que ce soit par la beauté de sa langue, l'intelligence de sa narration, ou tout simplement sa capacité à intégrer des éléments rétro comme les Beatles, les slogans Pepsi, les vinyles, dans un univers de fantasy engagé pour la diversité et l'inclusivité. À découvrir donc si vous êtes un habitué de la science-fiction et que vous cherchez un roman qui vous fera sortir de votre zone de confort avec une très belle plume et beaucoup d'originalité. Et petit mot de la fin, ce livre est considéré comme l'un des premiers du courant de l'afrofuturisme avec ceux d'Octavia Butler, donc c'est pas rien. C'en est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première d'un long format puisque vous l'aurez compris, je vais lire les prix Nebula et ensuite vous parler de mes ressentis et de la pertinence de ces œuvres en 2024. La création de cette vidéo m'a passionnée, me passionne toujours, j'espère que le format vous plaît. Dans tous les cas, je vais continuer à les faire parce que j'ai pris énormément de plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez appris des choses, si c'est des livres que vous voyez différemment maintenant ou si vous avez eu des impressions totalement différentes des miennes. J'ai hâte de discuter avec vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Je sais pas combien de temps j'ai parlé mais c'était très long et ma gorge est très sèche.